Nous parlons ce soir de l'Afrique en rapport avec le Fonds monétaire international. Quelle raison à la hausse des prix du carburant? Ça se fait un peu partout sur le continent africain. La hausse des prix du carburant bat son plein depuis bientôt 8 mois sur le continent noir. Sous le conseil du FMI, le Fonds monétaire international, les États sont incités, voire invités, à cesser les subventions de leurs produits pétroliers, mécanisme qui permet d'en stabiliser le prix pour la consommation domestique car, selon les experts internationaux, cela limiterait les marges de profit et par conséquent freinerait les investissements étrangers. Argument tout à fait tiré par les cheveux quand on sait que la quasi-totalité des pays africains sont producteurs de pétrole et donc disposent du précieux liquide en quantité pour satisfaire leur propre marché. En fait, selon le FMI, ce pétrole ne devrait prioritairement qu'être l'objet du commerce extérieur, vision d'une économie extravertie qui ne cadre plus avec les volontés souverainistes sur le continent africain. D'où notre interrogation, comment l'Afrique a-t-elle été contrainte à hausser les prix du carburant? Quel impact dans le quotidien des ménages? Quelle solution finalement? On en parle dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média Africa. Vous nous recevez sur la 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Et naturellement, la même radio est suivie sur satellite Eutelsat, ce même satellite qui vous permet de nous regarder sur vos petits écrans. Facebook et YouTube accompagnent les internautes et pendant ce temps, nombre d'entre vous ont téléchargé l'application de Foyo Média Africa sur Play Store et tout cela nous honore. Vous l'avez vu sur le bas de votre petit écran, nous parlons de l'Afrique et du FMI. Quelle raison à la hausse des prix du carburant? L'Afrique paye-t-elle le prix de son silence, sinon de son indécision? En tout cas, votre avis compte au cours de cette émission. Vous pouvez nous appeler à tout moment pour y apporter un peu des vôtres. Et pour en parler sur le plateau central, il n'a pas bougé. C'est le consultant permanent de l'émission, Jonathan Batenguene, qui est avec nous. Joe, bonsoir. Bonsoir Bachir Momaladan, le plus grand journaliste panafricaniste. Allez, laissez les téléspectateurs dire cela, Joe. Bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs, c'est un plaisir. Je sais qu'ils sont nombreux, ils sont déjà scotchés et c'est eux les véritables héros parce que chaque fois que ce combat prend une connotation positive sur le plan concret, c'est eux qui réalisent les idées que nous développons et qui portent le combat, ils l'assument, tout comme nous aussi, hein, ils l'assument sur le terrain pratique. Nous leur disons merci, merci de continuer dans cette lancée. Ce n'est pas une manière de dire que nous estimons que c'est une gratitude vis-à-vis d'eux. C'est juste dire que des combattants ont besoin d'être parfois motivés, d'être remerciés quand ils posent des actes grandioses. Oui, ce que nous accomplissons est historique et nous allons réussir. La victoire au bout, soyons-en sûrs. À tous les techniciens, M. Songuidjol et M. Signé-Pierre, également nos salutations à tout le personnel For You, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, et pas seulement celles du Cameroun, partout en Afrique. Parce que si vous pouvez suivre l'émission dans beaucoup de pays africains, c'est parce que ces hommes et ces femmes se sacrifient tous les jours pour que la sécurité règne. Nous leur disons merci pour le sacrifice, merci pour le service accompli au nom de la nation. Et ceux qui tombent sous les balles des terroristes, nous inclinons devant leur mémoire, nous adressons à leur famille nos sincères condoléances. Parce qu'il y a beaucoup de soldats qui tombent au Mali, au Burkina, au Cameroun, au Nigeria, au Niger. Il y a beaucoup de ces soldats qui tombent face à l'obscurantisme. N'oublions pas, c'est la prédation internationale, les impérialistes qui sont les maîtres de ces terroristes. C'est eux qui apportent l'impérialisme via ces mercenaires sur c'est eux qui tuent nos soldats, nos vaillants soldats. Nous demandons que les enquêtes qui sont ouvertes dans le
cas de l'affaire Martinez-Zogo, votre confrère qui a été lâchement égorgé, assassiné de manière brutale et tout à fait sauvage au Cameroun, que cette affaire soit élucidée, que les résultats de l'enquête soient partagés avec la presse et avec l'ensemble de l'opinion nationale et internationale, mais surtout que les responsables de près ou de loin soient interpellés et qu'ils soient mis... Ça avance et le chef de l'État a même écrit une lettre qui a été publiée ce jour allant dans ce sens-là, adressant une fois de plus les condoléances, oui, mais aussi en rappelant que certaines personnes impliquées dans l'assassinat de Martinez-Zogo ont été interpellées, d'autres sont encore en train d'être débusquées. Et nous lui disons effectivement toute notre gratitude pour la diligence avec laquelle il traite ce dossier. Les panafricanistes doivent savoir que le président de la République du Cameroun tient beaucoup à cœur le discours panafricaniste et il tient beaucoup à cœur l'idéologie panafricaniste. Donc certainement, il regarde les émissions et certainement, il prend en considération toutes nos doléances tous les soirs que nous les posons. Mais de l'autre côté, on a un dirigeant qui lui fait la sourde oreille, même s'il nous écoute tout le temps. On nous a dit qu'il écoutait, parce que nous aussi, nous avons des canaux de renseignement qui nous ont permis de savoir qu'il est toujours à l'écoute, il regarde les émissions. Mais il fait la sourde oreille parce qu'il a décidé d'être un larbin volontairement. C'est le dictateur des sports sanguinaires d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, ce dirigeant qui a embastillé Madame Edith Pulchéry-Ballet, grande combattante des droits et des libertés fondamentales en Côte d'Ivoire, et qui est responsable de la hausse, la revalorisation salariale, même si là-bas les choses ne sont pas toujours roses. Et elle, comme plusieurs prisonniers, plusieurs hommes politiques, sont dans ce qu'on appelle la catégorie des prisonniers politiques qui sont embastillés dans les geôles du dictateur des sports sanguinaires, et ces personnes attendent toujours d'avoir un procès juste et équitable. Nous demandons leur libération inconditionnelle et sans délai. Nous demandons au peuple ivoirien d'adhérer aux pétitions qui sont mises en circulation pour leur libération. Et à eux, nous disons courage, courage. Yako, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et dit courage. Merci à vous, cher Jonathan Batenguene. Et bien, Joe, je vais demander à Signé de nous afficher une image quand même qui reflète les différentes augmentations et des prix de coûts de carburant. Signé, vous l'avez, voilà, dans certains pays du continent, on peut voir le Cameroun où le super est passé à 730 francs. C'est ça, oui, gazole 720, en Centrafrique, 1300 francs le litre, 1450 de l'autre côté, 890 au Sénégal. En tout cas, tous ces pays qui sont affichés aujourd'hui subissent ce que vous m'avez dit en off, les conséquences quand même d'une décision du FMI. Alors, dites-nous-en un peu plus. Oui, la lecture générale, c'est que effectivement les pays africains sont face à une contrainte. Ils ne peuvent plus faire face aux contraintes du marché international qui a une tendance haussière, surtout le marché des hydrocarbures. On a vu le marché des hydrocarbures, par exemple, au mois de juin 2022, qui était le baril à plus de 100 $. C'était un peu de trop, et on nous expliquait qu'il fallait que les pays africains s'arrimèrent à la donne internationale, c'est-à-dire qu'ils lâchent les prix. Par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire a dû revoir le prix du carburant, c'est-à-dire c'est passé de 600, je crois 650 à 775 à cette période-là. C'était déjà une hausse vertigineuse pour les Ivoiriens, mais 6 mois plus tard, ils doivent encore faire face à une nouvelle hausse. Cette fois-ci, ça monte à 820. Les pays comme le Sénégal également ont observé, malgré le fait que l'État essaye de passer ses propres moyens. Et là, il faut dire que de manière générale, que ce soit les larbins ou les présidents indépendantistes, on observe qu'il y a une volonté de maîtriser les prix via le système de subvention. Oui. Alors, pour rentrer dans le fond, il faut d'abord expliquer aux Africains que les pays africains constituent aujourd'hui des producteurs, un foyer de production des hydrocarbures. Par exemple, si vous prenez le bassin, vous prenez le golfe de Guinée, le golfe de Guinée, c'est aujourd'hui plus de 10% de la production mondiale. Le golfe de Guinée, les pays de la CEAC. C'est plus de 10% de la production mondiale. Vous avez des leaders de la production africaine qui sont dans les pays de la CEAC, par exemple la Guinée équatoriale, l'Angola, qui sont là dans les pays de la CEAC. Il y a des pays qui regorgent de potentialités énormes, comme la RDC ou bien le Cameroun,
ou encore le Congo-Brazzaville, mais dont, pardon, le Congo-Brazzaville a quand même tout le golfe de Guinée, on va devoir inclure le Nigeria également. Hein. De grosses capacités. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, vous avez également des gros joueurs, comme par exemple le Nigeria, qui est d'ailleurs le leader africain. Oui. Vous avez autour du Nigeria des pays qui sont en train de découvrir leur gisement. Vous avez le Bénin, vous avez le Sénégal, vous avez... Quand vous regardez grosso modo l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, on estime que c'est plus de 25%, c'est près de 35% des réserves mondiales d'hydrocarbures. Oui. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, tout le golfe de Guinée. Alors là, c'est le grand golfe de Guinée pris dans toute sa dimension. Quand vous regardez l'Afrique du Nord recèle également de pays producteurs de pétrole et qui sont parmi les key players. Par exemple, l'Algérie. L'Algérie est parmi les key players dans le domaine du gaz. Oui. Le pétrole, l'Algérie, c'est un des key players. Vous avez la Libye, un des key players. Vous avez l'Égypte, key player. Vous avez maintenant des pays qui se cherchent quand même dans la production. Par exemple, il y a de grosses réserves pétrolières en Méditerranée. Et là-dessus, vous avez la Tunisie, vous avez le Maroc qui compte dessus. Donc, il y a beaucoup de producteurs. Si vous allez en Afrique de l'Est, vous allez voir également que l'Éthiopie, tous ces autres pays-là également sont producteurs de pétrole. Vous redescendez en Afrique du Sud, en Afrique méridionale, vous voyez que c'est pareil. Donc, le continent regorge de ses ressources. Mais il y a un problème. Lequel? Le problème, pour l'adresser, prenons un cas d'étude. Le cas d'étude que nous prenons, c'est le cas de la Libye. La Libye, sous Kadhafi, avait un business model qui lui était propre. Il faut noter qu'en matière d'affaires, il y a ce qu'on appelle les business plans, qui sont des projections de la progression et de lancement de l'affaire. Donc, c'est une sorte de carte de l'affaire avec des données chiffrées et un plan de rentabilité assez bien fourni. Mais il y a ce qu'on appelle derrière un business model. Le business model, c'est un peu le canevas que la personne, le schéma d'exploitation que la personne se donne. Et les schémas d'exploitation ne se ressemblent pas. Ils ne se ressemblent pas. La Libye avait son business model qui était à part. Dans son business model, la Libye utilisait les ressources pétrolières pour impulser des transformations infrastructurelles dans d'autres secteurs. Par exemple, la Libye, dans les années 80, va lancer les grands projets d'irrigation de sa partie désertique, sa partie saharienne. Et ça va donner des résultats tout à fait phénoménaux. On va voir par exemple les ports de Benghazi, puis d'autres ports dans le sud de la Libye, dans des zones où on n'attendait pas de voir de l'eau, dont la Libye avait réussi à retransformer son paysage. La Libye va lancer autour de ces transformations des projets agricoles, ce qui fait que la Libye jusqu'à un moment devenait déjà producteur par exemple de tomates, de dattes, d'un ensemble de produits qui... On aurait pu se poser comment arriver à ça. Et la Libye va, dans son business model, entraîner un autre élément. C'est que dans le business model de la Libye, ce sera les prestations sociales les plus... L'État qui accorde les prestations sociales les plus significatives dans le monde. Par exemple, lorsque vous vous mariez, vous recevez pour votre ménage, je crois, entre 25 000 et 50 000 $. Ça, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Lorsque vous êtes étudiant et que vous avez votre bac, vous avez l'opportunité d'avoir une bourse pour l'étranger. Et cette bourse se chiffre entre 4 000 et 6 000 $. C'était les montants alloués aux étudiants libyens. Les Libyens ont dans leur package, lorsque vous vous mariez, vous avez un véhicule, vous avez une maison, vous avez le gaz gratuit, l'électricité gratuite, vous avez l'eau gratuitement. Donc, vous avez les services de base qui sont gratuits. Vous avez l'accès aux soins de santé qui sont quasiment aussi gratuits, du moins pour certains services de santé. Il y a un certain palier où vous devez payer. Donc, c'était un business model qui lui était propre. Et ce business model va être répliqué parce qu'il est aussi inspiré
et ça peut-être mes études en finance islamique m'ont aidé, il est un peu inspiré du modèle de l'économie islamique, c'est-à-dire que le business model libyen s'inspire un peu de l'économie islamique, mais Kadhafi va y mettre beaucoup de siens, parce que ça sera différent de ce qui est pratiqué au niveau de l'Arabie Saoudite, et différent, et ça va inspirer ce qui sera pratiqué au Qatar aujourd'hui et aux Émirats Arabes Unis. Bien sûr, il y a aussi d'autres monarchies du Golfe qui sont en train de copier, qui ont copié un peu sur le modèle libyen pour impulser des changements significatifs dans leur économie nationale. Alors, il y a ce business model qui n'est pas du socialisme a priori, parce que le socialisme c'est tout autre chose. Il y a les moyens de production qui doivent quand même exister, c'est-à-dire il y a un embryon capitalistique qui doit, il y a un capitalisme qui doit se développer au sein du socialisme, mais chez Kadhafi c'est tout autre chose. C'est un business model particulier. Et ce business model est cohérent avec les ressources propres de la Libye, du moins les ressources naturelles. Et ça remettait en question la théorie économique dominante. Parce que, et c'est pourquoi nous avons pris ce cas d'étude, la théorie économique dominante veut que les ressources naturelles d'un pays soient essentiellement portées vers le commerce extérieur. Et que les investissements directs étrangers, du moins l'accaparement des ressources par les capitaux étrangers, soit vécu comme un indicateur d'attractivité. D'ailleurs, vous allez remarquer que la Banque mondiale fait des investissements directs étrangers un élément crucial de mesure de la performance d'une économie, surtout dans les pays de la périphérie du capitalisme. Comme quoi, le moins vous attirez les investisseurs capitalistiques des grands pays industrialisés, le moins vous êtes un pays considéré. Donc, pour eux, si leur capitalisme, si les hommes d'affaires occidentaux n'arrivent pas à pénétrer votre marché, vous n'êtes pas un pays attractif. Vous êtes un pays un peu bizarre. En tout cas, c'est leur norme. C'est leur norme. C'est là où l'idéologie s'incruste dans l'économie. L'économie cesse d'être la théorie pour l'économie, c'est-à-dire la science de la distribution et de la répartition des richesses. Ça devient la production, la redistribution, la répartition des richesses, ça devient un ensemble d'éléments au service d'une idéologie. C'est ça. Et donc, le modèle libyen gênait d'abord par ça. Et le modèle de certaines monarchies du Golfe gêne, sauf que ils ont réussi à composer avec l'élément des investissements directs étrangers. Par exemple, Aramco qui est en Arabie Saoudite, a ouvert son capital aux grands investisseurs états-uniens. Ce qui fait que ça a calmé les ardeurs des États-Unis. Ils disent, bon, c'est quand même un pays fréquentable parce que nous pouvons investir là-bas. Quand vous regardez également les technologies privilégiées par Aramco, c'est les technologies états-uniennes. C'était les technologies états-uniennes jusqu'à il y a quelques jours, parce qu'en Arabie Saoudite, ils ont pris la décision de ne plus utiliser le matériel états-unien. Vous savez que ça a été une décision qui a tout à fait, comment on dit ça, climatisé toute la sphère politique états-unienne. Donc, aujourd'hui, le modèle d'un pays qui assoit son développement à partir de ses ressources, offre des prestations sociales avantageuses pour son peuple, c'est un modèle qui menace le modèle même par lequel l'Occident s'est répandu dans le monde. C'est-à-dire un modèle par lequel des capitalistes viennent, se saisissent d'une économie, imposent leur diktat dans cette économie et créent une classe de complices qu'ils appellent la classe moyenne, et à côté une classe de parias qu'on appelle généralement la classe des prolétaires. Donc, au lieu que d'avoir ça, les Libyens avaient réussi à avoir quelque chose de différent. Donc, l'économie n'est jamais autre chose, ne peut pas être déliée ou ne peut pas être distinct de l'idéologie, ne peut pas être détaché de l'idéologie dans le contexte international. Le FMI, pendant les premières années, pendant les années 80 en Afrique, si le FMI s'est battu contre les États africains qui avaient pris un modèle socialiste, mais ça, de manière étrange, c'était un ouvrage de l'une des plus grandes idéologues états-uniennes. Dans les années 60, elle écrit un ouvrage sur le parti unique en Afrique. Et cette dame vous explique dans son livre sur les partis uniques en Afrique, que les partis uniques en Afrique consolident l'unité de ces nations. C'est-à-dire que du point de vue des États-Unis à l'époque, le parti unique n'est pas une anomalie africaine.
Le parti unique est une bonne chose. Elle écrit le livre en 1962. Au Cameroun, c'est en 1966 qu'Ahidjo décide de faire le parti unique. Ça veut dire que les États-Unis vont impulser une politique de parti unique. Mais leurs partis uniques qu'il y aura en Afrique seront les partis uniques de droite pour la plupart. Très peu seront des partis uniques de gauche. C'était quoi? Il fallait monopoliser l'appareil politique et contrôler les visions politiques. Après cette période des années 60, où ils ont réussi à contrôler, les États qui avaient adopté le parti unique commençaient déjà à raisonner comme les États où le parti unique avait été prédominant, c'est-à-dire l'URSS, la Chine. Ils voyaient sur ce modèle-là comment un parti unique fonctionne et comment il faut impulser. Et ils commençaient à se fermer aux capitaux extérieurs. D'ailleurs, au Cameroun, vous avez vu que Ahidjo a commencé à faire, c'est là où il a fabriqué les hommes d'affaires. Donc, ça, un peu... Les champions, comment les appelle. Voilà, les champions. Et ça... un peu inquiéter les capitalistes occidentaux qui se sont dit, si ce modèle continue dans ce sens, nous risquons ne pas continuer, nous risquons ne pas avoir accès à leurs ressources. À partir des années 80, ils vont impulser ce qu'ils appellent la libéralisation de l'État. Donc, en fait, l'État doit maintenant confier au privé. Mais quand ils disent privé, ce n'est pas les privés locaux. C'est les capitalistes étrangers. Donc, les privatisations qu'on a connues dans les années 90. Dans les années 90, où des capitaux étrangers sont venus en concubinage avec certains acteurs véreux et mafieux locaux, et ils se sont accaparés les grandes entreprises qui n'étaient pas véritablement en difficulté. Un peu comme c'est en train de vouloir se faire en France avec le fonds de pension retraite, qui n'est pas en difficulté, mais Macron dit à tout le monde, ça va passer. J'ai appris que hier, il aurait tourné à une réunion, à un dîner, où ils étaient en train de boire du champagne en mangeant des fruits de mer. Il a dit, c'est mon autorité qui est en jeu. Si cette réforme ne passe pas, vous voyez comment quelqu'un peut s'aborder les vies des gens pour des raisons purement égoïstes. Donc, voilà un peu le modèle que le FMI prône. Le FMI, quand on regarde ainsi, et que le FMI n'est donc pas, l'économie n'est pas détachée de l'idéologie, le FMI travaille pour une idéologie. Le FMI travaille pour l'idéologie néolibérale. Nos États sont-ils obligés de mettre en action les solutions proposées par le Fonds monétaire international? Dans le cas, par exemple, du carburant actuel, vous l'avez dit en début d'émission, la plupart des États avec une certaine capacité de résilience, ce qui va dans le sens de subventionner un certain nombre de choses en rapport avec ce pétrole-là. Et aujourd'hui, basta, chacun est allé quand même à l'augmentation tant prônée par le FMI. C'est pourquoi notre combat il a du sens aujourd'hui. Parce que votre question, Bachir, implique que les Africains commencent à raisonner sur l'importance de la souveraineté. D'accord. Tant que vous n'avez pas des États souverains, vous ne pouvez pas tenir tête à ces capitalistes extérieurs. Parce que ça se pose à un niveau où vous devez être capable de leur opposer que vous n'êtes même pas obligé d'aller prendre leur crédit. Parce qu'ils posent ça comme conditionnalité pour également avoir accès, ils appellent ça une facilité élargie de crédit. Donc pour avoir accès à leur facilité de crédit. Le deuxième élément, et c'est ce qu'il faut noter, c'est que même si nous sommes actuellement en train de lutter pour la souveraineté et que ce n'est pas encore acquis, les Occidentaux ont réussi à intégrer un élément subtil. Chaque fois que l'Occident entre en crise, l'Occident fait supporter sa crise aux États qui ont les matières premières. Et je crois que c'est là le sens profond. À fait. Et comment l'Occident le fait? L'Occident le fait en utilisant l'argument tout à fait superfétatoire par le FMI qu'il s'agit des conditions du marché international. Mais prenons ces conditions ne naissent pas ex nihilo. Prenons les conditions actuelles. Qui a fait en sorte que le prix du pétrole soit à la tendance haussière? Ce n'est pas que le pétrole soit devenu rare en mer en mer Méditerranée. Ce n'est pas qu'aujourd'hui il y a des tempêtes. Donc on pourrait dire les catastrophes naturelles, ce que même les assureurs ne couvrent pas. Donc là on dirait, bon, c'est vraiment un cas de force majeure. Ce n'est pas les catastrophes naturelles. Ce n'est pas non plus le fait... En tout cas, le pétrole, il y en a. Il y en a. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont créé les conditions de la rareté? Ils sont allés provoquer un pays qui produit le pétrole. Et ce pays, maintenant, ils ont dit qu'ils n'achètent plus son pétrole. Donc eux-mêmes ont créé les conditions de l'augmentation du pétrole. Mais
Maintenant que le pétrole a la tendance haussière. J'imagine que vous faites allusion à la crise en Ukraine. En Ukraine, d'accord. Ils ont attaqué la Russie. Et maintenant, la Russie leur dit, moi je vous vends plus. Bon, vous voulez même plus mon pétrole, c'est pas grave, moi je vais vendre à ceux qui veulent en acheter. La Russie n'a pas dit, je vous vends plus du pétrole. Ils ont dit, nous on n'achète plus. Maintenant, eux, ils sont en train de subir cette crise. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu que de supporter eux-mêmes les coûts de cette crise, ils veulent la faire porter par l'ensemble de l'humanité. Alors, vous essayez de me dire, en des termes un peu plus clairs, que l'Afrique, puisque nous parlons pour nous sommes en train de soutenir l'effort de guerre de l'Occident. Très bien, justement, c'est le mot que je voulais. Oui, l'effort de guerre. C'est ça, nous sommes dans l'effort de guerre de l'Occident. C'est-à-dire que ces ressources-ci qu'ils nous disent que c'est devenu rare, ce n'est pas rare. Le Cameroun ne produit pas moins de pétrole. Alors, on a refusé de voter contre la Russie aux Nations Unies. Voilà. Mais d'une autre manière, on nous fait... Ils nous font économiquement payer pour qu'ils continuent leur guerre. C'est ce que l'Occident est en train de faire. C'est pourquoi actuellement le défi prend une autre dimension. Oui. Les peuples africains doivent, les dirigeants africains doivent être très vigilants et très subtils. Vous avez vu, il y a les pays, quand vous regardez les pays où la tendance haussière est tout à fait bizarre, c'est les pays qui... Et regardez les chiffres, vous allez voir. C'est les pays qui sont très proches de ces pays-là. La Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un pays qui est, depuis juin 2022, c'est un pays qui a traversé la barre, et même le Sénégal, qui a traversé la barre de la moyenne mondiale. La moyenne mondiale, en novembre 2022, pour l'ensemble des pays du monde, le litre de super à la pompe était de 790. Mais eux, ils avaient déjà traversé. 760, ils avaient déjà traversé. Quand vous regardez, 730, voilà. Et eux, ils avaient déjà traversé les 730. Ils étaient tous autour de 775, 700 quelque chose. Oui. Donc, c'est la même... Ces pays-là contribuent depuis, ils savent ce qui se passe. Ils contribuent à l'effort de guerre de l'Occident. On est en train de vouloir faire porter... Ce n'est pas une simple hausse des prix. Regardez pendant la guerre d'Irak. Étrangement, les États-Unis s'en vont attaquer un pays qui n'avait rien de ce qu'ils disaient. Et après, on fait payer à toute l'humanité la guerre des États-Unis. On dit que les prix du pétrole ont augmenté. Mais pourquoi ça n'augmente pas seulement aux États-Unis? Pourquoi ça augmente également dans nos pays? En fait, les contagions artificielles de l'économie mondiale sont une manière pour l'Occident de se refinancer dans des moments où il vit une crise. Il faut que les économistes africains prennent conscience de cela. Et que les États africains agissent conséquemment également. C'est-à-dire que nous ayons des mécanismes qui font que nous créons des mécanismes tels que lorsque eux, ils vont faire leur guerre, ou bien lorsqu'ils ont encore en tête d'aller faire leur folie quelque part et que cette folie se retourne contre eux, nous ne soyons plus ceux qui allons payer pour qu'ils continuent ces folies-là. Vous parlez d'économistes africains. On va afficher le numéro pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Donc, un économiste que nous avons eu au téléphone nous a révélé que nos États sont encore dans la résistance, puisque l'augmentation n'aurait pas atteint quand même le niveau voulu par le FMI. Tout à fait. Au Cameroun, par exemple, il y a 1000 francs de plus qui auraient dû être ajoutés. Or, au niveau du Gabon, ils ont dû supporter même tout. Ils ne veulent pas augmenter parce que les conditions sociales ne s'y prêtent pas. Il y a l'élection présidentielle, tout. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Voilà, les enjeux sont tels que le président Ali Bongo dit que bon, on va accepter ça comme ça. Mais ça ne veut pas dire que l'État gabonais ne participe pas. L'État, tous nos États, quand même, la subvention permet de payer la part que le citoyen ne paye pas. Ça veut dire que nos États leur donnent de l'argent, un peu plus. Mais au nom de quoi? Ce pétrole-là, on le pompe où? On le pompe dans nos pays. Ce pétrole est dans nos pays. On peut décider par des moyens de nationaliser ces entreprises. Pourquoi ne le fait-on pas donc? C'est justement là tout le problème. C'est pourquoi nous parlons d'un problème de souveraineté. Dans la mesure où nous avons notre pleine souveraineté, c'est pourquoi l'enjeu de souveraineté de l'Afrique aujourd'hui se pose au plus haut point. Dès que nos pays africains auront la pleine souveraineté de gestion de nos ressources naturelles, eh bien cette contagion artificielle des crises
dans l'économie mondiale, nous pourrons nous en épargner. Alors, je ne voudrais pas répéter la question, mais qu'est-ce qui nous empêche justement d'accéder à cette pleine souveraineté à laquelle vous faites allusion? Est-ce que là, on ne donnerait pas raison à ceux qui pensent à un certain manque de volonté politique de la part des dirigeants? Non, on sort d'un système où l'Afrique avait été simplement emprisonnée par des logiques de dissuasion, par un ensemble d'éléments que nous avons déjà cités. Oui. L'Afrique est en train de sortir de là. Nous sommes la génération qui va s'émanciper de tout ça. Oui. Quand nous posons le problème en de tels termes, par le passé, ils ne se posaient pas comme ça. Les gens croyaient encore que les investissements directs étrangers, c'était le pain béni. Oui. Moi, je prends un pays, par exemple, la Corée du Nord. Comment vous allez évaluer leurs investissements directs étrangers? Mais ces gens-là, ils ne vivent pas bien. Ils ne sont pas dans la course technologique avec les puissances comme les États-Unis, aujourd'hui la Russie et la Chine. La Corée du Nord, vous avez déjà suivi que pour faire le missile, ils ont besoin de faire un truc avec les États-Unis. Non. Vous avez les Iraniens, ils sont devenus les champions de fabrication du Shahed 136, des drones et des missiles dans le Moyen-Orient. Les Iraniens, ils attirent quels investissements directs étrangers? Ils se basent sur leur propre économie. C'est des modèles viables. Il faut dire qu'ils sont restés longtemps sous embargo même d'ailleurs. Non, on leur a permis d'être souverains. Oui. C'est pourquoi l'Afrique... L'embargo leur a fait du bien. Oui, l'Afrique doit donc lorgner vers ce modèle-là. Nous devons avoir la capacité de nous couper de ces économies malades d'Occident qui ne peuvent produire que la crise et qui font en sorte que lorsque chez eux il y a la crise, il faut que nous payons. Parce qu'après ils vont dire que leurs entreprises ne peuvent plus acheter. Mais si leurs entreprises ne peuvent plus acheter, qu'est-ce que nous avons à foutre? C'est vrai qu'on nous dira que non. Et là nous vendons à qui? Non. Les Russes, quand on leur a dit qu'ils ne pouvaient plus acheter, les Russes ont vendu à qui? Ils vendent aux Chinois, ils vendent aux Indiens. Il y a beaucoup de clients dans le monde. Nos matières premières intéressent d'autres clients. Si les Européens ne peuvent plus acheter, vendons aux autres. Ne leur vendons plus. Qu'ils aillent avec leur crise, qu'ils continuent à faire leur folie entre eux. Nous ne sommes pas comptables de la folie des Occidentaux. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec la hausse des prix, c'est une contagion artificielle des économies africaines par une crise créée par l'Occident. Très bien. Le téléphone sonne et on va y jeter un coup d'œil. Nous commençons par Abou d'Angleterre. Abou, bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère Bachir Ladon. Oui, c'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Et je confirme, Bachir, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue vos deux invités de marque, les brillantissimes Lyon, Sali Kenyé et Jonathan Batagene, les techniciens signés et tous les appelants. Une fois que j'ai dit cela, Bachir, en ce qui concerne la problématique de ce soir, nous, c'est ce que nous avons dit, qu'il est imminent que nous puissions créer maintenant un deuxième monde parallèle à ce monde que nous avons appelé As du mal. Parce que l'As du mal maintenant, ils sont devenus, ils ont atteint un stade où ils s'en foutent de l'humanité tout entière. Parce que ils créent maintenant eux-mêmes des situations, après le Covid, qu'ils ont utilisé pour augmenter les prix. Ici, on a vu, maintenant ils créent une guerre en Ukraine, et à partir de là, tout augmente. Nous-mêmes qui vous parlons actuellement, ici, le prix du gaz, mais c'est inexplicable. Inexplicable les augmentations ici. Vous comprenez? Donc, nous disons que vivement qu'on puisse faire un autre monde parallèle que j'ai appelé l'As du bien, où la Russie est devant, la Chine, tous ces pays non alignés, que on puisse faire nous-mêmes notre propre économie. Notre économie basée sur la considération humaine. Parce que les satanistes, c'est comme si on avait abandonné le monde dans les mains d'une minorité fou, de personnes folles, et qui, maintenant, ayant accaparé toute la richesse du monde, ils savent que eux, en augmentant les prix, ça ne va jamais les affecter. Il faut ce qu'ils veulent. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils veulent à la fin du monde? Parce que nous nous rappelons que au Soudan, on a augmenté le prix du pain. Ces mêmes impérialistes-là, à travers George Soros, tout, ils ont fait une révolution de couleur là-bas pour enlever Bachir qui était au pouvoir. Et nous nous rappelons en 2008,
en Côte d'Ivoire, au temps de Babo, on a augmenté un peu seulement l'essence à travers un incident qu'eux-mêmes avaient créé dans le marché mondial du pétrole. Mais c'était le même Alassane et tous ses camarades qui avaient chauffé à blanc tous les transporteurs du pays en Côte d'Ivoire pour paralyser la Côte d'Ivoire. Il y a eu une grève pas possible et Babo était obligé de rebrousser chemin, diminuer le prix du pétrole. Mais quand c'est eux, ils augmentent sans une quelconque chose comme explication. Et la population a ça. On ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est comme si on avait abandonné notre vie dans la main de ces criminels-là. Vivement que l'humanité se réveille et qu'on puisse créer un monde parallèle et laisser ces satanistes-là s'auto-détruire. Nous avons marre. Trop c'est tôt. Bachir, bonne continuation, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye. Merci, M. Abou depuis l'Angleterre. Bonne soirée à vous. Nous restons au téléphone avec Jean Sakpono. Depuis les États-Unis, bonsoir Jean. Bonjour Bachir. Bonjour. Combattant Jonathan Batengene. On n'a pas encore vu Charlie. On n'a pas encore vu Charlie. Bonjour à vous tous. Bonjour dans le combat. Courage à vous. Courage à nous. Courage au peuple africain. Ne nous désarmons pas. Courage aux Maliens. Soyez vigilants. On ne sait pas ce qu'on appelle l'ONU. On ne sait pas ce qu'on appelle l'ONU. C'est un coup de gueule qu'ils veulent porter. Et c'est eux qui décident. On ne sait pas qui est l'ONU. Guterres n'est pas l'ONU. C'est une simple secrétaire qu'on a élu. Il n'a pas le droit de prendre des décisions pour un pays souverain. Mais pourtant, tout cela est violé. Et on parle d'enquête, de n'importe quoi. Ne les écoutez pas. Soyez vigilants. Ils vont mourir d'eux-mêmes. Bachir, oui, le problème que vous apportez aujourd'hui, c'est un problème très sérieux. Je le dis souvent. La compagnie pétrolière, c'est la plus grande agglomération sorcière, diabolique et luciférienne dans le monde. Et c'est partout. Alors, pourquoi on augmente les prix? Mais justement, Batengene l'a dit, et vous le savez, tout le monde le sait, c'est pour payer la guerre. C'est pour payer leur guerre, leur bêtise. Et à cause du franc CFA aussi, vous voyez, quand les prix ont augmenté en CFA, non? Bon, on n'a pas vu comment est-ce que le Nigeria arrive à gérer ça. Et le Ghana, que ceux qui ont leur monnaie personnelle, on ne voit pas, on ne sait pas s'il y a une différence ou pas. De toute façon, il y a cette montée de prix, et des carburants surtout, parce que la compagnie minière, c'est la compagnie de guerre. La compagnie pétrolière, plutôt, c'est la compagnie de guerre. Je vous l'ai dit la fois dernière, c'est la première compagnie de guerre au monde. C'est un sorcier. Alors, quand ils font la guerre, ils vont faire payer à tous ceux-là qui ont des voitures, qui vont utiliser l'autre là, cette guerre. Et on la paie doucement, sans savoir que c'est ce que nous payons. Ce n'est pas eux qui paient, c'est nous qui perdons. Mais c'est une injustice, Bachir. Nous devons prendre conscience. Et surtout, Bachir, là, il y a des questions que moi je me pose. En tant que scientifique, un pays, quand tu es d'origine d'un pays, nos pays n'ont pas de gens pour penser, nos pays bien sûr qui ont des ressources pétrolières, ne peuvent pas penser comment est-ce qu'eux-mêmes ils vont, c'est-à-dire avoir des individus pour pouvoir effectivement créer et faire l'extraction et faire la raffinerie de tout cela pour quand même donner cette opportunité à ces populations qui vivent sur cette terre et qui ont ces ressources-là d'en jouir. On attend toujours un groupe donné, quelqu'un qu'on appelle FMI et autres, pour pouvoir financer et travailler chez nous. Mais je n'arrive pas à comprendre. Alors, où allons-nous avec tout ça, Bachir? Pourquoi allons-nous laisser notre estomac, notre compétence, nos certains graines et autres dans la main d'un individu qui va... Non, vraiment, je n'arrive pas à concevoir ça. Et ça passe, regardez par exemple la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. Est-ce qu'on va parler de prix là-bas aussi? Ou vraiment, c'est pas seulement la Guinée et chaque pays dont leur terre regorge de pétrole. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a des compagnies minières extérieures qui sont ou bien on les a forcés à venir, ou bien c'est eux qui s'imposent pour faire l'extraction et faire la raffinerie.
et nous vendent encore à nous. Je n'arrive pas à comprendre ça. Si quelqu'un peut me l'expliquer, si vous pouvez inviter quelqu'un dans ce domaine qui viendra nous expliquer et expliquer aux Africains que le pétrole brut qu'on prend sous vos terres, on les raffine et on vous vend. C'est une compagnie extérieure à vos pays qui agit. C'est pour cela que vous allez voir que les Africains, des groupes qui vont s'associer à ces groupes pétroliers, et ces groupes pétroliers sont des mafieux. Il y a le cas de Sénégal, le cas de Côte d'Ivoire, le petit frère de Macky. C'est comme ça qu'ils font et ils vivent d'une façon flamboyante. Non, je vous dis, ils vivent d'une façon flamboyante. Vous voyez le cas de l'enfant du président de la Guinée équatoriale qui, vous voyez ces enfants-là, ils vivent d'une façon flamboyante. Pour eux, non, c'est facile, quoi. Parce qu'à cause de ça, les miettes qui viennent de ces compagnies pétrolières étrangères dans nos pays, on leur donne, ça ne va pas aux populations, et voilà comme ça qu'ils gèrent ce qui appartient au sol sur lequel les populations sont. C'est une injustice, ce n'est pas sérieux, il faudrait qu'on y pense, qu'on reforme les choses, et bientôt, Bachi, je vous dis, comme on l'a dit, Omotunde et autres, et le pétrole doit disparaître parce que ça crée trop de guerre et nous allons passer à d'autres sources d'énergie qui vont nous aider. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas ce genre de contrôle de prix, c'est pas quoi là. Bah si, je m'arrête là pour ne pas être trop long, nous sommes en guerre. N'oubliez pas, nous sommes en guerre, que Dieu nous aide, Dieu nous a aidés, nous avons la victoire, mais avançons, ayons le courage d'avancer au large et nous verrons nous-mêmes. Merci, bye. Merci à vous également, Jean Sakponou, pour la contribution depuis les États-Unis d'Amérique. Nous quittons les États-Unis pour Londres, en Angleterre. C'est Mohamed qui nous appelle de ce côté-là. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bonsoir. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bonsoir, Oncle Joe, l'infatigable. Que Dieu lui donne une santé inoxydable et une longévité de tortue pour qu'il puisse continuer cette noble mission. Et Dieu va l'assister tout au long de sa vie. Donc, après avoir dit cela, j'aimerais compléter ce que développait Oncle Joe Batangene. Il a bien développé le thème. Seulement, il n'a pas dit que c'est l'une des raisons principales de la mort de Kadhafi. L'une des raisons principales de la mort de Kadhafi, c'est parce qu'il a plus sa souveraineté sur la ressource, l'exploitation de cette ressource-là. Et il a fait profiter sa population. Regardez les pays africains, les pays de l'Afrique noire où on exploite le pétrole. Il y a des pays dans lesquels même on ne sait pas combien on a trouvé dans l'exploitation de ce pétrole. C'est-à-dire on fait tout comme si cette richesse n'appartient même pas au peuple. Ça reste au sommet. Ce sont ceux qui sont au sommet qui connaissent et qui gèrent les sous. Et les sous n'arrivent même pas au peuple. Pour le second cas, vous étiez en train de poser une très belle question que Jonathan a encore développée. Vous aussi, vous avez posé une belle question. Quelles sont les raisons pour lesquelles le prix, on hausse le prix de ces carburants et autres là? Mais pourquoi on ne peut pas raffiner chez nous? Pourquoi on doit produire, envoyer à l'extérieur et racheter de l'extérieur? Mais comprenez l'endocolonat, c'est simplement l'endocolonat. Sinon, comment comprendre qu'on ait trouvé de l'or dans le sous-sol de l'Ouganda ayant une valeur de près de 13 trillions de dollars. 13 trillions de dollars. Et on veut donner à l'Ouganda 668 millions de dollars ou bien milliards de dollars. Et les cadres africains sont déjà prêts à signer ça. Ils sont prêts à signer. Heureusement, le président a dit non, nous allons vous donner 2 trillions et nous allons prendre 11 trillions. Imaginez que des cadres, des gens qui ont été envoyés à l'école pour étudier, pour venir éclairer la nation, ils sont déjà prêts à signer cela. Comment comprendre ça? C'est l'endocolonat. Bachir, regardons-nous dans le miroir, regardons-nous en face et disons-nous la vérité. On a beau attaquer l'étranger, on a à faire une certaine épuration au sein de notre population nous-mêmes. Vous pensez que moi, je suis chef d'État, je vais laisser ces cadres-là vivre? Vous pensez que je vais les laisser vivre, ces cadres-là, qui ont tenté de signer ce contrat-là pour le pays? Chers frères,
réveillons-nous, mettons-nous ensemble, identifions les points sur lesquels nous devons nous tenir, nous devons nous battre sérieusement pour vite prendre le contrôle de notre continent. L'exploitation de nos ressources ne doit pas du tout, l'exploitation de nos ressources ne doit pas du tout être laissée aux étrangers. Nous devons prendre contrôle de cela. Là où je suis, par exemple, en Angleterre, vous ne pouvez pas venir avec votre argent, créer une société et mettre les gens que vous voulez. Après vous, comme le bailleur, le principal bailleur, le CEO doit être un Britannique. Le CEO doit être un Britannique. Pourquoi ils font tout ça là? C'est des mesures de protection de leur pays et de la souveraineté de leur pays. Mais vous mettez un Africain, il va tout leur concéder. Africains, réveillons-nous et réfléchissons au bien-être de nos peuples et de notre continent. Merci Bachi, je ne vais pas garder longtemps la parole. Bonne continuation. Afrique, for you media, another view of the world. Merci à Mohamed depuis Londres pour cette contribution. La réflexion se poursuit avec Gallo Sely. Gallo Sely, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ladam. Bonsoir, téléspectateurs de For You. Merci, Bachi, je ne vais pas garder longtemps la parole. Bonne continuation. For you media, another view of the world. Merci à Mohamed depuis Londres pour contribution. La réflexion se poursuit avec Gallo Sely. Gallo Sely, bonsoir. Alors, je crois que Gallo Sely est un peu... Dans nos pays, on leur donne. D'accord, on a le Gallo Sely, il doit être un tout petit peu distrait, mais il reviendra vers nous certainement. Gallo Sely, bonsoir. On me fait savoir qu'il est là pourtant. On retournera à lui tout à l'heure. Jonathan Batengene, on a écouté nos différents intervenants au bout du fil et décidément, l'Afrique a été contrainte finalement. Aussi les prix de carburant, ce qui devient de facto une contribution à l'effort de guerre auquel vous faites allusion. Comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Est-ce qu'on peut faire sans le FMI? C'est un peu la question qui revient partout chez nos téléspectateurs. Baché, vous avez touché du doigt la réalité. Oui. C'est ça justement le FMI. Nous avons dit que le FMI poursuit une idéologie. Mais le FMI, une idéologie, ce n'est pas une idée qui actionne les humains. Une idéologie est d'abord portée par des gens qui y croient, des gens qui la formulent. Or, l'idéologie néolibérale, qui la porte? C'est l'Angleterre, c'est les États-Unis. Et derrière ces deux labels, c'est-à-dire le Royaume d'Angleterre et les États-Unis, vous avez les 13 familles, les gros capitalistes de la planète, qui détiennent les plus grands fonds d'investissement et qui sont les actionnaires majoritaires dans les plus grandes multinationales du pétrole dans le monde. Aujourd'hui, il se trouve que par solidarité des fonds, avec la guerre, le conflit en Ukraine, en fait, ces grandes familles ont fait des revenus essentiellement sur le segment de l'armement. Et dans d'autres secteurs, ils se sont retrouvés dans une situation défavorable parce qu'il n'y avait pas un effort soutenu de la part d'autres peuples. Oui. Donc, pour compenser les pertes subies dans d'autres segments, ils sont obligés ils font pression sur le FMI qui porte leurs idées à l'international et le FMI vient auprès des pays pour leur dire il faut lâcher du lest, il faut enfin laisser que les revenus que vous dégagez sur le pétrole soient partagés davantage avec ces multinationales. Et donc, là, nos États qui ont longtemps été bernés dans l'idée, vous avez suivi tout à l'heure, quand le frère Mohamed, nous le saluons toujours, quand notre frère Mohamed de Londres disait tout à l'heure que c'est des fonctionnaires, c'est des cadres. Nous avons parlé de cette classe moyenne qu'on fabrique. Cette classe moyenne devient complice. Parce qu'elle vit elle commence à défendre sa propre survie. Et elle aime les avantages dont elle bénéficie dans le système. Et quand vous voyez les ingénieurs, c'est la classe moyenne. Quand on leur fait, les ingénieurs, les cadres, quand on leur fait signer des protocoles qui vont davantage plomber leurs économies, en fait, eux, ils n'ont pas conscience, eux, ils ne regardent pas ce que vont subir les économies. Eux, ils regardent les avantages matériels que eux, ils gagnent. C'est comme ça que les capitalistes occidentaux
s'arroge la fidélité de certaines personnes qui sont même parfois nos voisins ou nos frères. Je reviens à vous pour définitivement répondre à la question si l'on peut faire sans le FMI. Gallo Sely est au bout du film Signalton. Gallo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ladan. Bonsoir, cher ami. Est-ce que vous m'entendez? Je vous reçois très bien. Merci. Bonsoir à votre invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs de For You. Monsieur Ladan, vous voyez que nous tournons un peu dans... comment dire, on réinvente la roue. Je pense que nous avions saisi le problème il y a une dizaine d'années, que le franc CFA était le nœud du problème. Et tant que nous ne nous débarrassons pas de cette monnaie, nous allons vraiment subir tous les aléas et toutes les conséquences liées à cette monnaie. Nos pays fonctionnent comme si nous avions la même économie que l'Allemagne ou la France ou l'Angleterre. Ce n'est pas normal. Un chômeur en Europe touche dans les 1 million de francs CFA par mois. Nous, ici, en travaillant, nous avons du mal à avoir 50 000, 60 000 francs par mois. Comment expliquez-vous que nous payons l'essence au même prix? Donc, vous voyez cette absurdité du franc CFA qui est adossée à une monnaie avec une parité fixe. Mais franchement, je dis, je ne sais pas, il faut aussi que vous nous mettiez un peu dans le secret. Peut-être qu'il est interdit de parler de la fin du franc CFA. Dites-le nous, pour que nous ne caressions plus cet espoir de retrouver un jour une liberté de mener notre économie. Là, vous avez donné les prix des augmentations. Vous voyez que tous les pays que vous avez cités là, c'est des pays exclusivement francophones. C'est-à-dire que franc CFA est francophone. Si vous prenez le Nigeria, en Algérie, le litre de pétrole, c'est 150 francs CFA. Au Nigeria, ici, c'est 180 francs CFA, 200 francs CFA. En Angola, c'est 200 francs CFA. Mais pourquoi nous, un pays comme le Cameroun, producteur de pétrole, nous sommes à 700 et poussière? Mais c'est tout simplement parce qu'il y a cette monnaie qui nous empêche de faire ce que nous voulons. Bon, j'insiste là-dessus, il faut quand même que M. Batengene, ceux vous là, qui avez vraiment, qui est dans, je ne dis pas que vous êtes dans les secrets de Dieu, mais vous avez des canaux plus puissants que pour nous simples téléspectateurs. Dites-nous, s'il est interdit de parler de cette monnaie, s'il est interdit de sortir de cette monnaie, dites-le nous pour que nous nous constituions volontairement comme des esclaves à vie. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, Gallo Sely, pour la contribution. Jonathan Batengene, vous l'avez compris, hein, la préoccupation de Gallo Sely, il lie tout simplement cette crise du pétrole à la question du CFA. Bon, j'espère qu'on ne s'est pas trompé aussi de grille d'analyse. Ça tient, puisque c'est vrai que le tableau que nous avons affiché tout à l'heure, avec la complexité des signes, on y revient. Donc, on peut quand même constater que la plupart de ces pays, sinon tous, ce sont les pays utilisateurs du franc CFA. Oui, il y a 14 pays quand même qui utilisent le franc CFA, plus un pays qui utilise le franc comorien. Donc, il ne faut pas tout ramener au franc CFA. La question de prix des hydrocarbures n'est pas forcément une affaire de CFA. Le CFA a ses problèmes que nous connaissons tous. C'est une monnaie nazie. Le CFA, c'est une monnaie avec laquelle il faut que nous rompions. Mais seulement, quand nous sommes en train d'aborder un sujet, on ne va pas s'en mêler les pédales. On va pas... Il a pris quelques exemples. En Algérie, si l'Algérie a sa propre monnaie et le coût de pétrole est à tel montant. Le Nigeria qui utilise les pays où les prix de carburant, les prix du carburant sont les plus élevés. Ce n'est pas les pays forcément qui utilisent le CFA. La Pologne utilise l'euro. La Pologne aujourd'hui, la Pologne est pleinement dans cet effort de guerre. La République tchèque utilise l'euro. Moi, je parle des pays, donc quand vous regardez les prix, on est presque dans les 1000, 1200, 1300 en francs CFA. Quand vous convertissez, ça fait carrément 2 euros. C'est dans ces pays-là. Ce n'est pas forcément une affaire de CFA, pas CFA. C'est une affaire systémique, plus puissante que le simple CFA, qui, oui, est systémique, mais pour les pays d'Afrique francophone. Alors, est-ce qu'on peut faire sans le FMI? Oui, on peut faire sans le FMI. Il faut le dire d'abord, la préoccupation de M. Sely n'est pas superfétatoire. Elle n'est même pas erronée. C'est vrai, il y a une part de CFA qu'il faut résoudre, c'est-à-dire la rupture dans le franc CFA. Mais ça demande une rupture plus grande, celle que nous demandons. Par exemple, Kadhafi, il avait sa propre monnaie, la livre, le livre libyen. Mais maintenant, Kadhafi avait fait quelque chose de beaucoup plus grand. Kadhafi
avait constitué un système, un business model qui permettait aux Libyens de jouir de leur richesse. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire qu'il faut sortir du business model que nous propose le FMI. Oui. Parce que le FMI est engagé dans un combat idéologique. Oui. Donc la sortie du FMI est nécessaire. Les États africains doivent réfléchir sur comment créer leur propre organisation. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Kadhafi avait créé avait en mission de créer le FMA, Oui, le Fonds monétaire africain. Avec pour Et siège vous Jérôme. comprenez pourquoi il a été tué tout à l'heure quand mon frère Mohamed c'est juste qu'il fallait aller remonter et montrer à quel point c'est dangereux de rester dans cette économie connectée aux économies malades comme les économies occidentales. Et c'est pas Jonathan Batengene qui le dit. Non. Quand vous regardez, c'est les économistes occidentaux eux-mêmes. Dans la caractéristique, tous les grands économistes occidentaux disent que l'économie occidentale actuelle est malade. Que le capitalisme est devenu fou. C'est les mots qu'ils utilisent, ils sont plus durs que moi. Moi, je suis encore même tendre. Ils sont très durs. Après la crise des subprimes, on a parlé de crise de moralité, mais les économistes étaient dans tous leurs états. Ils disaient, mais quelle est cette économie? Elle va essentiellement à la spéculation. Et la spéculation, ça avantage qui? La spéculation avantage essentiellement les gros capitalistes. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. L'économie, en fait, le système occidental est né et s'est renforcé à partir de l'économie. Si aujourd'hui cette économie n'est plus viable, ça veut dire que l'Occident ne peut plus rien proposer au monde. C'est-à-dire la bataille même militaire que l'Occident mène est vouée à l'échec. L'Occident, en fait, si aujourd'hui vous n'êtes plus sûr que votre sang va circuler, aller jusqu'au cœur, mais Bachir, même si vous vous battez pour respirer, une certitude s'annonce, c'est l'échéance de votre mort. C'est ce qui se passe avec l'Occident. Donc, pour les Africains, il est devenu urgent de réfléchir à une sortie du FMI. Il est urgent. C'est devenu aussi urgent que sortir du franc CFA. Il faut réfléchir à une sortie du FMI. C'est pourquoi cette organisation qui est en train de naître, les BRICS, et tout le système alternatif qu'ils sont en train de créer, il faut que les Africains participent à la réflexion. Les chefs d'État africains ne doivent pas rester et regarder les BRICS se constituer. Soit nous regardons dans l'expectative et nous décidons de créer quelque chose de différent des BRICS, c'est-à-dire que nous disons même au pays des BRICS que nous sommes prêts à reconstituer l'ordre mondial sur un autre modèle. Soit nous nous engouffrons dans le modèle qu'ils proposent actuellement et il n'y a rien qui nous condamne à le faire. Les États-Unis n'ont pas posé de conditions de collaboration avec eux, la non-collaboration avec les BRICS. Le FMI ne pose pas de conditions de collaboration avec lui, la non-collaboration avec les BRICS. Donc, il faut que les pays africains s'engagent dans la collaboration avec les BRICS. C'est devenu vital. Il faut réfléchir à cette alternative déjà, il faut déjà l'anticiper. Cette hausse de prix de carburant, c'est une hausse artificielle. Elle est fabriquée sur l'erreur des politiciens occidentaux qui sont entrés dans des contradictions avec leurs compétiteurs chinois et russes. L'idée était-elle d'augmenter les prix et stopper les subventions? L'idée à terme, c'est de stopper les subventions parce que pour eux, il faut qu'on rentre dans une économie totalement libérale. Alors, totalement libéral. Ça veut dire que malgré l'augmentation, nos États continuent de subventionner, certains de nos États. Ils continuent de subventionner. C'est-à-dire que ça a un coût pour l'État. Ils continuent de subventionner. Ce coût, ce n'est pas forcément de l'argent matériel, de l'argent qu'ils déboursent pour payer. C'est aussi en termes de certains avantages fiscaux qu'ils sont obligés de concéder à ces multinationales. Mais non, on ne peut pas continuer avec ce système de prédation de nos ressources. C'est nos ressources. Ce n'est pas les ressources des Occidentaux. Ce pétrole-là n'est pas pompé en Occident. Si ce pétrole était pompé en Occident, on comprendrait que quand ils sont en crise, le pétrole devient rare. Mais c'est chez nous que c'est pompé. Et nous pouvons aujourd'hui avoir les moyens de le raffiner, de le transformer. C'est pourquoi la question de la souveraineté dans ce domaine-là, sur le domaine économique, devient importante en Afrique. Il faut réfléchir à l'alternative. Le FMI n'est plus viable. La Banque mondiale n'est plus viable. Ces organisations sont obsolètes. Elles sont comme l'Occident. Elles sont appelées à disparaître. Il faut que les Africains s'approprient ce combat-là. Nous devons mettre un terme à toutes les actions néfastes du FMI et de la Banque mondiale sur les territoires africains. Ça passe par un effort de rupture avec ces organisations.
Rupture avec les organisations, ça se fera certainement, cher Batengene. En un mot, vous nous dites que l'augmentation des prix de carburant ne sert pas les économies africaines. Ça ne sert pas les économies africaines. Plutôt, ça va enrichir les multinationales occidentales et ça va permettre de renforcer le capital occidental. C'est-à-dire que c'est un élément de puissance dans la géopolitique occidentale. Et si nous continuons dans ce système, en fait, nous serons en train de donner l'argent à nos bourreaux. C'est comme si nous-mêmes nous alimentons le bourreau et nous lui donnons les forces de venir nous fouetter. Mais il sera toujours plus fort. Et l'impact dans nos ménages. Il faut le couper de ses ressources. Il faut le couper de ses ressources. Alors, il y a certainement un impact dans les ménages. Les ménages, c'est les grands perdants dans le jeu. L'État perd, certes, mais l'État peut compenser avec d'autres revenus parce que l'État a des sources multiples de revenus. Mais les ménages, ce n'est pas généralement ça. Quand on parle de ménage, il faut qu'on sorte du concept utilisé par les intellectuels. Quand on dit ménage, c'est les individus. Parce que le ménage, c'est une notion un peu bateau que nous, les sociologues, on utilise. Mais c'est un peu bateau. Parce que quand on va vous parler du ménage, on va vous dire les familles monoparentales. Monoparentales, ça veut dire un individu. Un seul individu. Il y a les monoparentaux qui sont des célibataires. Hein? Quand vous avez donc un célibataire, par exemple, qui n'a pas de source de multiples de revenus, qu'est-ce qu'il fait quand il voit que le prix du transport sera impacté après la hausse des prix? Alors, je ne voudrais pas faire rire, mais dans un pays comme le Cameroun, le SMIC a quand même augmenté de à peu près 5 000 francs. Bachir, si on doit être honnête, même s'il y avait le SMIC, on peut dire que la tendance était quand même au-dessus du SMIC en matière de rémunération. Il y a une frange très minoritaire qui était payée au SMIC ou en dessous du SMIC. Parfois dans l'emploi au noir, mais parfois aussi dans l'emploi légal. Mais dans les emplois légaux, généralement, c'est au-dessus du SMIC. Ce n'est pas forcément l'augmentation du SMIC qui va impacter ces individus-là. Il faut dire que l'individu moyen, par exemple, qui vit avec 100 000 francs, hier, pour se déplacer, je prends une distance de, disons, 7 km. Il déboursait 500 francs. Qu'est-ce qu'il en sera lorsque le taximan sera impacté par la hausse des prix? Il sera tenté de faire également, de répercuter sur les prix du transport à l'unité. Et donc, un transport qui coûtait 500 peut remonter à 600. Et donc, cet individu-là, lui, puisque c'est le SMIC qui a été revalorisé par les salaires dans toutes les catégories socio-professionnelles, qu'est-ce qui se passera pour lui? Il devra donc subir cette hausse des prix. C'est ça. L'impact sera concret pour les ménages. Pour les entreprises qui vont transporter, qui sont dans la logistique, qui ont été fortement touchées, parce que là-bas, vous allez voir que le diesel, ça a touché, le diesel, c'est pour les secteurs de transporteurs. Ceux-là, ils vont répercuter certainement sur le coût des prestations. Et ça va impacter les acteurs qui ont recours à ces prestataires-là dans le cadre du transport de leurs marchandises. Vous voyez un peu? Et ça aura un impact sur les marchandises, donc sur le coût final de la marchandise au marché. Et le citoyen lambda, c'est-à-dire l'individu qui, lui, déjà, a du mal à faire face au quotidien, c'est lui qui sera la vindicte de cette affaire. Et vous savez quoi, Bachir? Nous le dites. Dans la théorie malthusienne qui guide les regards, qui est une sorte de boussole pour les capitalistes mondialistes occidentaux, cette population-là, ils disent qu'elle est inutile. Elle mérite même de disparaître. Donc, en fait, pour eux, le petit citoyen qui est en train de faire face à des difficultés, en fait, il faudrait même qu'il disparaisse. Ils s'en foutent. Ils n'ont que foutre de lui. Ceux qui leur sont utiles, c'est les ingénieurs à qui ils donnent beaucoup d'argent, les cadres. Ils disent que ceux-là sont vraiment utiles parce qu'ils leur permettent de gagner plus d'argent. C'est ça le monde de l'Occident. Le monde où Bernard Ous, qui était un anthropologue français, disait, pour les économistes, ils disent, notre science, c'est la science de l'intérêt. De l'intérêt, c'est ce que disent les économistes occidentaux. Parce qu'il y a l'économie islamique qui est différente. Et nous devons rentrer dans un nouveau business model parce que ça va aussi amener un changement de paradigme, un changement d'analyse. Quand Kadhafi avait intégré la donne sociale dans le traitement de toutes les couches libyennes, aujourd'hui, c'est un système qui est présenté comme étant proche de ce qu'on appelle le paradis par beaucoup de personnes. On dit c'est même ça, à ça qu'aurait dû servir la politique. Malheureusement, donc, il faut que les Africains se réapproprient un nouveau business model. Et pour que ce business model soit viable, il faut une rupture
avec le système néolibéral occidental incarné par le FMI et la Banque mondiale. Merci à Jonathan Batengene et bien sûr à tous ceux qui nous ont suivis. On est un tout petit peu désolé pour notre ami Lamine Diop qui est arrivé à la fin de l'émission. Ce n'est que partie remise, c'est un sujet qui vous reviendra certainement. Mesdames et messieurs, le point sur l'actualité édition de ce jour, c'est donc Stop et fin. Vous ne zappez pas, comme toujours. Après nous, il y a le journal, le grand journal de Foyou. Et aujourd'hui encore, ce sera présenté par Bégoudé Madone. Bonne suite des programmes sur nos antennes.